Et donc, on va peut-être passer d'abord rapidement en revue quand même un petit peu le contexte de ce webcast, simplement pour rappeler que les personnes qui sont présentes font bien sûr partie de la communauté SQL et que donc, d'une part, on a le chapitre virtuel qui fait partie du PASS au même titre que les chapitres réels qu'on rencontre en vrai, avec qui on peut faire des afterwork et partager un verre. Donc, c'est le PASS Global francophone Virtual Chapter et qui, en fait, offre la logistique, le soutien, le support, tout ce qu'on veut pour pouvoir faire des webcasts en langue francophone autour de la plateforme SQL. Et dans ce cadre-là, on travaille beaucoup avec le GUS pour les webcasts mensuels, mais également avec les communautés .NET de Montréal, si c'est toujours le nom, Christian. Oui. Et on est bien entendu ouvert. J'espère que dans l'audience, nous avons des personnes qui se trouvent également sur d'autres continents et qui n'hésitent pas à nous suivre et qui n'hésitent pas à nous contacter aussi. Donc ça, c'est pour le petit laïs habituel. Alors, j'avais un slide avec un petit trombinoscope, mais qui n'est malheureusement pas à jour. Je pense qu'il y a quand même 3 des personnes qui se trouvent sur place, qui sont là, si je ne me trompe pas. Hein. Vous êtes déjà présenté, donc je propose de passer au vif. Oui. Il est bien passionné, mais il a une session, il n'est pas autour de la table. Oui. Et David Barbarin, il nous rejoint la semaine prochaine pour le MVP Summit, parce qu'on a la chance d'enchaîner avec le MVP Summit, qui est d'ailleurs la 4e raison qui nous fait aussi nous dépasser. Et ceux qui sont pas dessus, du coup, ils sont bons ou ils peuvent rester? Voilà. Mais effectivement, ça me permet de souligner un point que je tenais à aborder, c'est le fait que vous sacrifiez probablement une session pour venir partager avec nous de façon extrêmement fraîche et rapide et plus détaillée qu'un Twitter les nouvelles du keynote. Alors, oui, j'ai... Donc, ce que je vais proposer à présent, c'est que je ne sais pas lequel d'entre vous veut se jeter à l'eau le premier pour nous parler de la nouveauté. J'avais déjà entendu, Jean-Pierre, que tu nous en avais touché un petit mot. Mais donc, le point du keynote qui, pour lui, va le plus changer sa façon de travailler. Alors, je ne sais pas qui veut se jeter à l'eau le premier. C'est un grand blanc. Est-ce que je dois vous laisser le choix? C'est Christian qui est là. OK, donc c'est moi qui va débuter. En fait, c'est plus dans la continuité de tout ce qu'on avait vu avant. Il y a des choses qui ont beaucoup changé ou qui vont être beaucoup améliorées. Moi, je pense que c'est plus la partie l'intégration de Advanced Analytics dans SQL Server. Le fait que je peux prendre un script R et le rouler directement en entendant que c'est quoi. Ça, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et on n'a pas à être des experts de R, on n'est pas à être on peut toujours trouver quelque chose sur le web, un script R sur un site web, et on peut s'en servir, le modifier à la limite si on veut, et on peut s'en servir après. Donc, c'est ça, moi, que je trouve vraiment intéressant. Mais il y a différents pays sur lesquels il travaille aussi. Il y a aussi Polybase. Moi, je suis un gars de data warehousing. Et le fait d'avoir Polybase maintenant, de pouvoir faire des requêtes autant sur du big data, sur Hadoop, et en faire on-prem, pour moi, c'est vraiment important. Je vais rebondir sur la partie R, parce que finalement, j'étais en train de réfléchir à ce qui m'avait le plus bluffé, on aura peut-être sur la tonalité de la keynote au sens général, mais c'est vrai que d'un point de vue purement feature, R m'a pas mal bluffé. Donc en fait, la démo qu'il y a eu, elle est super simple. Ouais. C'est qu'on a des données dans une base, et en fait, on applique l'algorithme, la courbe de, je sais plus comment ça s'appelle, de Benford, là, qui permet de faire du forecasting, si je ne m'abuse, et directement, on l'applique sur des données qui se trouvent dans une table SQL Server, donc on est vraiment en monde relationnel, et on applique un algo R dessus, et ça sort finalement le forecast sur la variabilité est au niveau semaine, et ça nous sort directement le forecast. Actuellement, quand on veut faire des choses comme ça, en pur SQL, bon, c'est quasi une mission impossible. On est obligé de passer par de l'applicatif avec du développement ou du machine learning. Enfin bref, on est obligé de bricoler. Là, l'avantage, c'est que vous faites finalement une post-hoc qui s'appelle Forecast
qui prend peut-être les paramètres de dire sur quoi on le fait, et c'est directement le R qui est exécuté dans SQL Server. Et ça, en effet, moi, ça m'a bluffé. Si j'ai une feature à retenir, c'est la top one qui a été assez intéressante. Personnellement, au-delà de cette feature-là, c'est toute cette approche qui est de dire qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont on-premise, ce qui n'était pas plus forcément le cas. Faire du machine learning, on pouvait le faire dans Azure. Là où on a vraiment des fonctionnalités qui commencent à revenir sur le moteur, et c'est ce qui a été dit pendant la keynote, c'est que on allait récupérer un certain nombre de choses on-premise. Et que justement, l'idée de Microsoft, c'est de partir du cloud pour sortir des features en premier, et ensuite redescendre sur les versions de premise, si j'ai bien compris. Donc, moi, ce genre de fonctionnement-là me convient beaucoup plus que ce que j'avais vu jusqu'ici, qui était, on met tout dans le cloud et on arrête un peu la partie. Il y a effectivement la stratégie cloud first qui était claire chez Microsoft depuis quelques années, mais on sent effectivement qu'il y a quand même la volonté de redonner un tout petit peu de pouvoir à toute la partie on-premise. Et en fait, il y avait quelques slides qui allaient dans ce sens à la keynote. C'est qu'on sent aussi vraiment que l'hybride reprend de l'importance, alors qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait été vraiment misé sur le cloud. Et donc, il y avait quelques slides et quelques démos, enfin la démo n'a pas eu lieu, mais quelques slides sur les stretch databases. Donc, le fait de pouvoir tout simplement, et de manière, maintenant c'est quand même dans l'interface graphique de la CTP3, le fait de pouvoir directement étendre une base de données sur des machines virtuelles dans Azure. Oui, et je pense que c'est des scénarios beaucoup plus réalistes aussi, d'avoir des scénarios hybrides. Il y a 2 ans, on était entièrement tout cloud. On ne parlait plus que de cloud. Et petit à petit, on sent qu'effectivement, on revient vers quelque chose des scénarios beaucoup plus on-premise et beaucoup plus hybrides. Et je pense qu'il y a eu aussi une résistance, à mon avis, sur l'utilisation tout cloud. Est-ce que... Oui. Une question qui me vient en tête, donc je me permets de la poser au passage. Est-ce que vous pensez que cette forte pression vers le tout cloud, vers les outils qui se trouvent dans Azure, vers le fait que c'était devenu une sorte de passage obligé avec des rythmes de release qui sont extrêmement serrés, est-ce que ça a eu un impact sur votre façon de travailler, sur votre façon d'appréhender vos projets? Alors, là-dessus, en fait, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Christophe et Ariane. En effet, et même aussi un peu Charlie, c'est que on nous dit toujours cloud first, en nous disant non, ça viendra sur le on-prem, on n'oublie pas le on-prem. Et c'est vrai qu'au fil du temps, on commence à en douter et se dire, il faut pas que c'est quand même une stratégie où finalement mettre tout sur le cloud. Et là, actuellement, on voit bien qu'en fait, ce qui avait été annoncé il y a quelques années en disant non, cloud first, ça ne veut pas dire cloud only. En fait, ça se réalise et on voit des features qui commencent à redescendre et à être hybrides. Et en fait, et notamment aussi avec les échanges qu'on a avec les équipes de Microsoft, Microsoft a toujours eu cette stratégie de ne pas nier le fait que les data centers resteront toujours, pour différentes raisons, légales, d'investissement, de tout ce qu'on veut, le on-prem reste toujours. Donc, dans notre quotidien, pour répondre plus clairement à ta question, dans notre quotidien en tant que professionnel, j'ai rajouté des questions supplémentaires de la part des clients. En fait. Voilà, mais les clients n'ont pas été, justement, n'ont pas été à se dire, d'accord, on va tout sur le cloud. Au contraire, ils ont plutôt fait la résistance en disant non, nous on attend l'hybride, en gros, voire même on reste on-prem. Et maintenant, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est une convergence entre les vrais scénarios clients, comme disait Ariane, on est sur des choses concrètes avec des vrais scénarios qu'on peut implémenter. La vision service et cloud que peuvent avoir les éditeurs, parce qu'il n'y a pas que Microsoft qui a cette vision-là. Et en fait, on voit bien qu'il y a une convergence des deux. Et on a des choses qui, là, sur cette keynote et sur ce qui arrive avec SQL 2016 et les autres technologies, on commence à avoir des choses qui sont assez cohérentes et assez intelligentes à faire des choses très très hybrides en fait. En fait, le cloud dans ces scénarios a une valeur ajoutée et pas simplement le remplacement d'une infrastructure par une autre. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'effectivement, ça va convaincre beaucoup plus de clients que l'optique to cloud qu'on avait il y a quelques temps. Et puis ça permet d'avoir un choix, ce qu'on n'avait pas forcément jusque-là. Maintenant... Et voir, je vais reprendre une phrase qu'a dit Sean Bice pendant la keynote. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont taclé un peu Amazon, donc en parlant de l'hybride et du fait qu'il y avait des vrais scénarios hybrides, en disant qu'ils étaient le seul éditeur. Alors je ne sais plus comment il l'a tourné, s'il a dit que Amazon ne pouvait pas affirmer ce type de choses, ou s'il n'a pas cité Amazon, mais qu'il a dit les autres éditeurs. Mais globalement, c'est vrai que Microsoft a une vraie carte à jouer, une vraie force, avec une proposition de plateforme totalement hybride,
où on a le choix, comme dit Charlie, on a des scénarios de l'un vers l'autre. Finalement, le cloud est une force, complète bien, même si on peut très bien imaginer être tout à fait dans le cloud, tout à fait on-premise. Voilà, ça, c'est qu'on a vraiment le choix. Donc, il y a cette phrase-là, le petit tacle à Amazon, et il y a une autre phrase aussi que j'ai notée, je crois que j'ai même retweeté, qui est, et ça, je crois que c'est Joseph Siroche qui l'a dit, c'est de dire qu'on vit sur une planète où on a le sol et le ciel. Donc, évidemment, Microsoft respecte ça et on a donc bien on-premise et le cloud. Voilà, c'est une petite analogie poétique de la part du VP. Oh oui, comme il dit, très rapide, sur le tas, il est Alice limite. C'est un son de poids quand même, en dehors de l'aspect que ça soit rigolo et puis qu'on a envie de donner des pièces, mais voilà. Moi, l'idée maîtresse que j'ai retenue, moi, de mon côté, sur cette keynote, c'est vraiment l'évolution globale, finalement, de l'informatique, où on était sur un âge du hardware, on est passé sur un âge du software, pour finir sur un âge de la donnée au sens global. Et donc, la donnée, vraiment la donnée au sens OLTP, la donnée au sens BI et la donnée au sens rendu de la BI. Et il y avait même si ce n'est pas mon cœur de métier, je trouve qu'il y avait quelques slides intéressants sur la partie, effectivement, Power BI, et un rendu, que ce soit online ou offline, sur différents types de devices, et même une partie qui a bien fait rire une partie de l'Assemblée sur Reporting Services améliorés. En fait, ils vont faire, c'est carrément, ils vont le refaire presque entièrement, Reporting Services. Oh, c'est ça, c'est en cours, mais on ne l'a pas vu encore, mais ça va être C'est un peu le problème avec les nouveautés sur Reporting Services. On les a pas vus encore. Alors, le truc, c'est que pendant qu'on est en train de faire ce podcast, en fait, il y a une session. Alors, une des déceptions de la keynote, c'est qu'en effet, ils n'ont pas parlé beaucoup de BI, sauf à la fin, très rapidement, sur un slide avec le NN Reporting Services. Mais en fait, il y a une session présentée par James Phillips et Jen Underwood. Donc, James Phillips, c'est une VP qui est sur toute la partie Power BI, enfin BI globalement en général. Ils sont en train de faire une session là où j'ai vu passer, si vous suivez Twitter, hein, c'est en train d'arriver, ils sont en train justement de présenter Reporting Services. Il y a Jen Underwood qui a tweeté une image où on voit Reporting Services dans Power BI. Voilà, c'est pile en ce moment, donc on réagira peut-être après sur Twitter ou lors d'un prochain webcast. Voilà, mais sinon c'était pendant la keynote d'annonce à ce niveau-là. Par contre, une annonce sur la BI qui n'était pas inintéressante et qui rejoint aussi la partie DBA, donc c'est d'autant plus intéressant, c'est la direction prend Microsoft avec l'analyse opérationnelle pour pouvoir directement attaquer les bases de données sources. Effectivement, c'était une grosse attente, puisqu'on sait aujourd'hui que construire des data warehouse, c'est quelque chose qui est relativement simple avec des ETL, mais ça veut effectivement dire devoir maintenir une base de production data warehouse. Et quand on voit les orientations prises au niveau in-memory, que ce soit avec le programme ou que ce soit avec la partie Platon, donc l'ONTP in-memory, on peut effectivement les choses arriver, on va se dire, mais est-ce que je vais réellement besoin est-ce que je vais vraiment avoir besoin de mon ETL de manière à l'attente pour avoir les données consolidées qui sont peut-être de l'ordre du quart d'heure, de l'heure, de la demi-heure ou de la journée. Et en fait, le fait de pouvoir mixer maintenant du column store index à un index non cluster qui puisse supporter la mise à jour avec des bases de données, avec des tables au niveau opérationnel qui soient pour avoir des requêtes qui soient multimoteurs dans ce cluster-là, c'est vraiment quelque chose qui est important. Dans l'avenir, il y aura beaucoup à faire, mais ça suppose clairement qu'on va devoir avoir des serveurs qui seront quand même bien dotés d'un point de vue et CPU et mémoire et disque. Oui, il faut relativiser sur le fait que ça ne pratiquera forcément à tous les types de scénarios. Tu ne peux pas plonger dedans en disant ça y est, maintenant on va pouvoir utiliser notre base de TP pour faire tout le monde est sur des C'est danger, hein. C'est un peu le message que moi je ressens quand on a eu là. Et franchement, des tweets qui sont passés pendant la session avec l'avenir de l'architecture, c'est ça, c'est biais sur le LTP. Attention, les règles de gestion à rallonge qu'on nous donne avec plaisir, le jour où il faut implémenter ça directement sur la base de LTP, on va rigoler. Est-ce qu'on devrait mettre le schéma de Kimball à la poubelle? C'est une question. Non, mais en fait, non, parce que comme je disais, c'est pas tous des scénarios, ça. Charlie, non, mais pas Arian, excusez-moi. Arian, ok. Pas Lorient, pour Florian, Arian, d'accord. Donc, vous dites que ça ne pas à tous les scénarios. Pratiquement, bon, on a une certaine utilité. J'aurais un peu de misère, moi, à mettre mes usagers avec Report Better, par exemple, c'est plus standard,
sur un mode SAP, puisse-t-il être évolué ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas quelque chose qui va permettre de faire une certaine abstraction, mais en fait, ça impose de faire un choix au niveau du design de notre application. Au niveau du modèle. Oui, au niveau du modèle de données, parce qu'il y a beaucoup d'applications opérationnelles qui vont avoir des colonnes XML. Et je pense du SQL XML, on va trouver du XML en mémoire. Oui, si on a une machine, comme ils ont montré, à 12 pétabytes de RAM, oui, on peut le faire. Térabytes, excusez-moi. 12 térabytes de RAM, oui, mais c'est pas tout le monde qui est ça encore. Après, si je me fais l'avocat de la plateforme Microsoft, parce que je suis tout à fait d'accord, hein, c'est qu'en effet, il va y avoir plein de cas où on restera sur, on va dire, la méthodologie BI assez traditionnelle pour plein de cas, mais l'idée, c'est un peu la philosophie qu'il y a derrière le BISM, en fait, hein, donc le BI Semantic Model, où finalement, j'ai un layer qui, derrière, va taper sur de l'OLTP, et notamment, je rebondis sur certaines annonces, c'est notamment des choses comme le direct query et finalement de se dire demain, en fait, on s'embêtera plus, on créera comme si on créait un cube, sauf qu'en fait, ça ne sera pas du Molat, ça sera directement sur le OLTP et c'est là où il y a des scénarios qui peuvent être intéressants. Et donc on va avoir, voilà, ça va être virtuel et ça va faire. Maintenant, je pense que vous avez tout à fait raison, c'est que voilà, c'est modulo tout un tas de choses et puis dans la vraie vie, les données sont souvent suffisamment dégueulasse pour que ce soit pas forcément réalisable directement, mais Pas seulement dégueulasse. C'est pas forcément applicable, l'utilisation de colonne store partout. Ouais. Je vous prends devenu un effet colonne store. Ouais, mais on peut se trouver dans le problème de la maintenabilité du dev qui va être fait. Parce que les vues, on sait les faire depuis. Même si du poste sur plein de LTP aussi. Mais là, justement, ce que disait la présentation, c'est qu'il n'y avait aucun impact maintenant sur la partie OLTP. C'est là où il faut relativiser beaucoup. Aucun impact. Avec le dos, c'est la base de RAM, peut-être. Aucun impact. et est-ce qu'on nous a présenté sur un Superdome qui avait combien de POC J'ai la photo, je vais remettre ça, je les ai pris en photo, il va compter. Hein, donc d'ici 2 heures, on a tout fait le. Non, en fait, il nous a montré c'était un Superdome. Oui, HP Superdome, donc voilà, quand on voit ce type de machine, en effet, il y a certains scénarios qui sont possibles sans forcément faire grand-chose. On règle ça par la quincaillerie, c'est ça qui parle. Et ça coûte très cher, de la quincaillerie. Donc c'est pour ça qu'il faut poster sur Twitter. Je vais poster sur Twitter, ça ira plus vite. Vous pouvez voir donc, sur Twitter l'image avec tous les CPU que va poster. C'est conseil IT, la gamme. Ça fait penser à ce qu'on avait avec SAP et Anna. Ils disaient maintenant, on n'a plus besoin de modéliser, on va pas carrément aller Microsoft avait réagi avec la colonne index un peu par rapport à ça. Mais je pense que Microsoft m'avait déjà dit, moi, si on fait bien notre travail de modélisation jusqu'à un certain point, on peut sauver beaucoup de sous du côté de la quincaillerie. On est finalement, on peut dire aussi, ce qu'on dit, c'est 80% des besoins, et puis on sait très bien qu'il y a toujours les 20% où là on a besoin de l'expertise, on a besoin d'une modélisation particulière, on a besoin d'une infrastructure particulière, d'une infrastructure particulière. L'objectif, c'est de se dire, le commun, réduisons-le en simplicité, etc., par le built-in. D'ailleurs, je rebondis sur un truc, ça me fait penser à, dans le marketing, dans les slides qui ont été présentés par Microsoft, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais en fait, il y a un mot qui revenait souvent quand ils présentaient, je pense que ça va être un de leurs axes de vente d'HPSR 2016, c'était le mot built-in. HPSR disait, quand on parle d'une fonctionnalité, en fait, elle est native. Ouais. Alors, souvent, quand ils disent ça, c'est pour tacler un peu la concurrence, ou finalement, ça fait longtemps quand on veut tout. Mais là, il est vraiment marqué, donc c'est un petit icône, en fait, avec marqué built-in dans un carré, qui mettent à côté des features pour bien dire que l'avantage de Microsoft, c'est que vous vous embêtez pas à faire un truc, c'est directement dans la base de données. C'est un vieux message, ça, de toute manière, le fait que c'est built-in par rapport à d'autres éditeurs sur lesquels il faut des autres Ils l'ont photographié assez. C'est built-in dans l'édition Voilà, entreprise. ce que je veux dire, il faut mettre en place des éditions virtuelles, ça va. Built-in en enterprise, en effet. D'ailleurs, c'est rigolo, ils ont fait témoigner les gens de chez DocuSign sur justement le built-in, et il y a une remarque assez intéressante, enfin une petite phrase assez intéressante qu'a dit le DSU CTO, je ne sais pas, de chez DocuSign,
c'est de dire, quand on lui pose la question pour est-ce que vous avez regardé du côté de l'open source, pourquoi vous n'avez pas regardé l'open source, ils ont dit, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est pas développer une base de données, c'est juste l'utiliser. Alors bon, c'est très emprunt marketing, on a l'impression que c'est une petite pub qui passe juste avant le film, mais mine de rien, je reste quand même, je m'aligne aussi avec ça parce que finalement, c'est une des forces de la plateforme sur laquelle on est tous spécialistes autour de la table. C'est quand même, mine de rien, il n'y a pas à s'amuser à mettre un package truc muche qui vient de je sais pas où, qui est en version compatible, qui passe un petit du kernel pour le faire marcher. En fait, c'est un peu raccourci de dire qu'on fait next, mais on en est quand même pas si loin que ça. Alors, je voulais peut-être juste profiter de ce moment où vous reprenez votre souffle et votre enthousiasme pour rappeler aux participants qu'ils ne doivent pas hésiter non plus à poser des questions s'ils ont quelque chose en tête ou autre. Donc, on les verra apparaître et je les reformulerai à haute voix pour qu'on puisse vous répondre. Donc, n'hésitez pas non plus à rendre ceci tout à fait interactif si vous le souhaitez. Alors, on a beaucoup parlé de BI, de données vivantes, etc., de changement de paradigme finalement, puisqu'on va aller attaquer en live des données OLTP, ce qui est quand même assez effectivement angoissant au premier abord. Maintenant, si on prend un point de vue vraiment plomberie ou tuyauterie, il y a eu des annonces ou des nouveautés de ce côté-là ? En fait, il n'y a pas eu trop d'annonces BI, c'est nous qui avons finalement traduit certains éléments, mais c'est ce qu'on disait, c'est que finalement, cette keynote, elle a été créée sur SQL 2016. Le cloud n'est pas passé comme un message fort, c'est-à-dire que ça a été juste initié dans tout un tas de features. Maintenant, voilà, si on revient sur de la feature purement moteur, il y a eu pas mal de présentations évidemment sur la sécurité. Je ne sais pas si l'un de vous en parle. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant, si on veut, il vous montrait une requête qui avait fait que j'avais le nom, le numéro d'assurance sociale de la personne, le numéro de carte de crédit, et comment c'est facile avec quelques clics de souris avec un wizard d'encrypter ça. La beauté de ça, c'est que maintenant, quelqu'un pourrait aller dans Profiler, voir les requêtes qui s'exécutent, et il ne pourrait pas voir les données aussi encryptées là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis en tout cas, il disait que justement, il y a des gens qui étaient, qui étaient hackés en bon français, mais qui ne savaient pas. Donc maintenant, avec cette technologie-là, c'est beaucoup plus complet. Oui, l'objectif qu'il y a derrière, c'est, le nom, il est super explicite, Raise Encrypted. C'est vraiment que actuellement, les failles, il y a le TDE qui existe depuis un petit moment d'ailleurs. Mais en effet, la faille, c'est le driver ADO, c'est toute la com qu'il y a, c'est les buffers, etc. De toute manière, les données ne voyagent pas chiffrées. Voilà, donc actuellement, et donc la nouveauté avec le Raise Encrypted, c'est de dire que de bout en bout, alors le petit secret en fait qu'il y a dans l'histoire, c'est que mine de rien, actuellement ça marche avec une librairie ADO.NET, donc c'est les dernières librairies ADO.NET, donc il faut un client ADO.NET. Donc c'est-à-dire que le Raise Encrypted ne marchera pas si je suis avec du JDBC sur du Java ou sur autre chose. Mais quand on est en ADO.NET, ADO.NET négocie avec SQL Server la clé de chiffrement, etc. Et en fait c'est côté applicatif que finalement tout le truc se fait. Et côté SQL Server, il n'y a rien qui limite et déchiffré côté SQL Server. Les données restent chiffrées du disque dans les buffers mémoire jusqu'au client. Effectivement, ce qui est un peu bluffant, c'est le wizard. Oui. Et la facilité avec laquelle, dans une démo, on met en œuvre, on veut chiffrer 2 colonnes. Par contre, effectivement, ce qu'on ne voit pas, c'est l'impact derrière aussi. C'est clair que les colonnes chiffrées, elles font plus ou la même taille. Oui. D'ailleurs, pendant la pause, j'ai eu un petit débat avec Christophe pendant la keynote, Christophe a dû partir en session. Christophe a présenté le Raise Encrypted au dernier SQL Saturday. Et à l'époque, en fait, ça engendrait que des scans et pas de tics. Et là, normalement, c'est censé faire un site parce qu'en effet, c'est bien le cipher qui est chiffré. Par contre, comme le dit Arian, on se retrouve avec des index qui vont être 4, 5 fois, 10 fois plus gros, parce que c'est plus un int ou un varchar qui est dans l'index, mais voilà,
le binary qui va bien. Donc on y gagne vraiment en sécurité, hein. D'ailleurs ils ont bien rappelé, et moi j'aime bien le rappeler aussi à nos clients, que ça fait la 6e année consécutive que SQL Server est la base de données la plus sûre du monde, avec un nombre le moins de vulnérabilité, hein, par rapport à SQL, Oracle et le Travis et Sapana, qui était dans l'étude, hein, pas Microsoft, une étude dans le cabinet indépendant, hein, si vous ne me voyez pas, mais je mets des petits guillemets là-dessus. Donc en effet, la sécurité est importante. C'est vrai que Microsoft, en fait, depuis toujours, améliore finalement, et là on a un truc qui est vraiment pas mal. Les objectifs, je pense que vraiment, on va répondre. Moi, je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu de temps en temps des questions de clients qui se posent des questions parce que c'est des données un peu spéciales, qui veulent vraiment, on va dire, avoir quelque chose de très secure, qui posent des questions, et puis il y avait encore quelque chose dans la raquette, et là je pense qu'on arrive à quelque chose qui va être pas mal. Du coup, question d'un développeur BI et pas applicatif, j'ai encrypté une colonne. Qu'est-ce que je dois faire côté applicatif pour avoir accès à ces colonnes de façon décryptée, concrètement? Je pense que tu as une histoire de certificat. Voilà, apporter le certificat dans je pense qu'il y a ça. Je sais que c'est côté applicatif, donc ADO.NET, mais après, je ne sais pas si tu fais simplement comme on faisait avant, hein, connection.run, SQL commande, stmd.execute. Il faut bien lui préciser quelque chose pour qu'il soit capable de savoir que c'est nous qui avons le droit de voir ces données en clair. Tout à fait. Ah ben voilà Christophe, en fait. Poser la question. Justement, je pose la question sur le Holo Encrypted, côté ADO.NET, quel effort il y a du développement? Il y a bien un certificat ou quelque chose à mettre? Alors, il y a effectivement un certificat sur le poste au client et au travers en fait, de couches en 4.6. Avec le framework 4.6, on arrive directement à accéder aux infos. Par contre, il y a effectivement une petite option supplémentaire à rajouter au niveau de l'objet connexion côté code. Les exemples sont présents dans les annonces que j'ai mis à disposition suite au SQL Server Daily. Donc il faut déployer sur tous les postes clients un certificat supplémentaire. Yes. Il semble logique quand on veut chiffrer de bout en bout. Oui, c'est pas pratique. Parce que si on met le place, il se retrouve avec la post-it. Mais en fait, tu dois le faire avec le développeur applicatif. Alors, j'ai peut-être encore une petite question tour de table à faire. C'est de demander, tiens, vous avez probablement utilisé le planificateur, hein, pour traduire en bon français, parce qu'on est quand même dans un webcast francophone, donc le schedule builder, le planificateur, vous avez probablement préparé votre agenda. Est-ce que vous pourriez dire quelles sont les sessions auxquelles vous tenez absolument à assister et pour quelles raisons? J'évite beaucoup. En fait, moi, j'aurais besoin qu'une heure, 2-3 heures pour voir les 3 sessions souvent. Moi, c'est beaucoup les sessions sur Azure Data Warehouse que je vais aller voir. Je fais beaucoup les sessions sur Polybase, tout ce qui touche au Big Data. C'est vraiment... Ça, c'est sur mon blog, si tu veux, j'ai fait un article là-dessus. Hein. Il y a tout mon planning. Vous cherchez sur ton sujet, mettez-le sur ton blog. D'accord, c'est comme ça quand c'est. Non, moi j'ai parsemé un petit peu, effectivement, je suis toujours un peu à cheval entre le moteur et parfois la BI un peu, donc il y en a un peu pour tous les goûts. Moi, comme d'hab, je fais toujours, j'en ai toujours 2 ou 3 en parallèle la veille, Oui, et puis j'essaie les derniers moments, selon différents critères, et la distance entre là où je suis et la prochaine salle fait partie des critères, des fois qui m'aident à choisir. C'est tout, quand les deux sont bien. Non, plus sérieusement, tout à l'heure on parlait de réseau et de networking avec les PM de Corp, avec moi je choisis aussi des fois en fonction du speaker, et notamment par exemple je dois rencontrer les gens qui gèrent la data management gateway, donc je vais taper un juste pour justement essayer de discuter avec eux en sortie de session. Voilà, et puis Chris Webb, parce qu'il a fait une petite expérience, il a fait un truc temps réel pendant la keynote qu'il va analyser tout à l'heure. Et puis mes amis allemands qui font un super truc sur R dans Reporting Services. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Donc, est-ce que tu vas les déboucher pour les JSS, pour le R? Je ne vais pas annoncer de fausses bonnes nouvelles, mais on est en bonne discussion avec un très très bon speaker reconnu internationalement sur R,
Evolution Analytics pour les GSS. On travaille ailleurs que dans le planning. Mhm. On a thème, mais on a... Moi, de mon côté, c'est forcément orienté sur Trésor LTP. Ce sera une session qui va piquer les yeux avec Bob Ward demain après-midi. Donc, en dans 5 temps sur les websites, Latch et Notes avec un petit peu de WinDBG comme à son habitude. Tu nous raconteras en version traduite. En version traduite. Non, tu verras, en fait, la partie de question, il a du sang qui coule les yeux. Et en fait, il dit clairement, il dit hier. Alors justement, toutes ces sessions auxquelles vous allez assister, après, bien sûr, comme vous avez l'esprit communautaire excessivement développé, c'est la raison pour laquelle vous êtes là en ce moment, vous allez les partager. Est-ce que vous allez, on doit vous suivre sur vos blogs ou bien vous allez nous ramener des choses pour les journées SQL Server pour lesquelles on pourrait faire un petit peu de publicité au passage? Alors, je savais pas qu'on avait des devoirs à faire en rentrant. Non, évidemment, je crois que tout le monde sur la table est blogueur et le problème, je me trompe en rigolant, mais le problème c'est souvent le temps de faire. Donc évidemment, je pense que si on a le temps, on essaiera tous d'avoir un petit blog post pour faire un retour écrit, un petit édito. Maintenant, et là c'est plus personnellement, je passe le message que je m'aperçois que Twitter est un excellent format quand on n'a pas beaucoup de temps pour relayer un site, une URL, une image, une news. Donc plutôt suivre, enfin pour ma part, plutôt me suivre sur Twitter si vous voulez avoir des news, des annonces qu'il pourrait y avoir sur les prochains jours. Ok. Peut-être qu'on prévoira alors de publier vos hashtags Twitter si on sait mettre assez rapidement l'enregistrement du webcast en ligne. Comme ça, les gens pourraient vous suivre en temps réel ou les envoyer en tout cas aux participants du webcast ou les tweeter, ce qui est un peu absurde. C'est la fin de la journée. Donc, voilà. Alors c'est vrai que d'ailleurs il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que donc on a rencontré quelques Français ici et des gens qui ne sont pas forcément sur Twitter, en fait, ils sont inscrits aujourd'hui pour pouvoir suivre parce que traditionnellement on a le French Dinner qu'on essaye d'organiser, sur place avec tous les Français qui seraient passionnés. Et on invite bien évidemment nos voisins, qu'ils soient suisses, belges, canadiens. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un dîner francophone. Donc c'est vendredi soir, et donc voilà, les gens me filment sur Twitter pour avoir les infos, donc on communiquera où est-ce qu'on va se retrouver. Très bien. J'ai une carrière en disant il y a un super dîner. Il y a vraiment un dîner de clôture magnifique avec tout un tas de surprises, des cadeaux. Voilà. On tweetera des photos de la nourriture si ça vous intéresse. Dans la ville des hipsters, c'est normal. Hein. Après, alors j'avais peut-être une question pour Christian parce qu'on sait bien que côté Europe, au mois de décembre, on va avoir les journées SQL Server avec quand même pas mal de tracks, de sessions qui vont bien couvrir les nouveautés d'SQL 2016 et donc aller un petit peu en profondeur dans tout ce dont vous nous avez parlé ce soir. Je ne sais pas, Christian, si toi, tu as des événements ou des annonces à faire côté outre-Atlantique. Je prends un peu à point, je suis désolée, mais voilà. Saturday, le 21 novembre à Montréal, et on va couvrir justement tout ce qui est SQL Server 2016. Mais maintenant, c'est difficile d'avoir des sessions qui sont purement 2016 parce qu'au moment où on a dû diffuser l'information sur c'est quoi Saturday, il n'y avait pas grand-chose. On avait juste quelques CTP. En fait, quand je dis ça, je pense plus du côté BI, là, parce que moi aussi, je suis vraiment plus orienté BI. Mais on va sûrement parler de tout ça. Donc, on va faire c'est quoi Saturday. Et tout ça. C'est pas mal ça qui s'en vient de notre côté. Je ne sais pas si vous en avez discuté pendant mon absence, mais j'ai trouvé un tout petit peu étonnant qu'ils n'annoncent pas publiquement la CTP3. Oui, la CTP3, effectivement. On peut venir justement sur un peu les déceptions de la keynote. Oui. Après tout, on est aussi là pour vous donner un peu notre feeling sur cet événement. En effet, alors on est tous MVP autour de la table, donc on a accès à des informations un peu en avance et on savait un peu ce qui allait être annoncé. En fait, on est tous à ce que officiellement, sur scène, on nous disait voilà, bienvenue à la CTP3, allez-y, jouez avec. Et en fait, non, ça n'a pas été annoncé. Alors, ça a été annoncé sur MSDN une demi-heure avant, je crois, la keynote.
En fait, il n'y a pas eu d'habitude, on a quelque chose de très officiel, voilà, où tout le monde applaudit, c'est génial, on se lève, on hurle, et on est tous contents. Et là, finalement, ça n'a pas été annoncé. Donc moi, un des retours que j'ai sur la keynote, en dehors des aspects techniques ou des annonces, moi j'ai trouvé un petit peu molle cette keynote cette année. Les années précédentes, il y avait plus d'emprunt, il y avait plus de... Je sais pas, il manque un petit quelque chose. J'ai trouvé vraiment minimaliste en fait. Je trouve ça d'ailleurs un peu dommage. Alors ça ne retire pas au fait qu'il y ait des annonces, que la CTP3 est bien là, que je suis en train de regarder sur Twitter, là il y a tout un tas d'annonces qui sont en train de faire autour de Power BI et de l'intégration avec tout un tas de teams. Donc les annonces sont là, mais voilà, il n'y a pas le ton d'habitude. Alors on n'a pas des keynotes non plus à la Steve Jobs, hein, mais mine, il y avait quand même plus d'entrain les années précédentes. Ariane, je ne sais pas si vous... Christian, Christophe, si vous partagez cet avis-là pour les années précédentes. Je trouve que sur les dernières années, nous sommes habitués à présenter quelque chose de neuf, et c'est vrai qu'en ayant des informations, nous, en avance de phase, on n'a pas eu de grosses nouveautés, mais on n'a pas non plus senti dans la salle, sur des personnes qui ne font pas partie effectivement de la communauté MVP, de grands waouh. Ça y est, il y a une nouvelle feature qui est arrivée. C'est surprenant, parce que, est-ce que 2016, pour le coup, c'est quand même le moment où il y a des trucs clairement comparés aux années précédentes. Clairement. Est-ce que vous pensez que c'est dû à Ignite? Est-ce que vous pensez que c'est dû à l'Ignite, où il y avait quand même déjà pas mal des choses dont vous avez parlé qui avaient été dévoilées? C'est vrai que dans un peu le développement continu, hein. On a une CTP2, une CTP 2.3, 2.4, une CTP 2.1 peut-être. Bref, il y a eu une CTP, donc c'est vrai que peut-être c'est parce que on n'est pas surpris. Parce que tout a été annoncé et les nouveautés sont inventées en fait. Les démos n'étaient pas fracassantes, en fait, c'était des démos, mais il n'y avait rien de fracassant comme on a pu le voir. On n'a pas parlé non plus du tout de in-memory OLTP en fait. Hein, alors il y avait un slide dessus, alors que c'est vrai que c'est une version majeure sur ce plan-là, et que effectivement, vu les limitations que ça fait, on va enfin pouvoir déployer in-memory là où on ne pouvait pas le faire. Et ça, effectivement, on n'en parle pas. Du côté BI, en fait, moi, je remercie qu'on trouve des temps sur des reporting services qu'on appelle services. C'est une keynote, c'est peut-être pas la peine de... Non, mais juste vous montrer. Non, mais il manquait le côté exubérant, le côté showroom complet dans une keynote. On montre vraiment la techno de la dev sur un produit qui va sortir début avril, a priori, si on regarde l'historique des sorties d'SQL Server. Et Ça manque de paye. C'est ça? Ouais, on peut voir comme ça, mais un autre truc, c'est que là, on parle des features techniques et de ce qui a été annoncé, mais même sur la partie communautaire, donc il y a toujours un quart d'heure, 20 minutes du président du PAS qui parle de la communauté. Même là, j'ai l'impression que les slides ont été un peu avancés à la suite. Voilà, il n'y a pas eu la remise du Passion Award. Voilà, donc même la communauté, j'ai trouvé qu'ils avaient fait le strict minimum. Ils nous ont dit combien il y avait d'appendices, quel pass on était, combien il y avait de pays représentés. Et j'ai trouvé ça vraiment un petit peu mou. Bon. Mais après, est-ce qu'il y a un dashboard Power BI sur ces données? Alors, même outil que moi, Christian, hier, on en a vu hier, on avait des meetings justement d'organisation en tant que chapter leader, virtual chapter leader, etc. Donc, on a eu des réunions avec le PAC hier et on a eu quelques dashboards. Des gens en 3D dans la salle, tout le monde a fait bout dans la salle. Et bon. Et puis finalement, il y a combien de participants, par curiosité, combien de participants, combien de pays dans ce événement? 1500 participants, non, Oui, 58 pays. 58 pays. Et 2000 sociétés représentées. C'est quand même énorme. Et puis, ouais, ça augmente en année. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est en fait, on dit, donc il y a 5500 participants et uniquement 2000 sociétés. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui envoient plus d'un collaborateur sur ça. Et je trouve ça bien en fait, hein, on connaît certaines boîtes françaises qui envoient leurs collaborateurs ici au Pass Summit. Et c'est vrai que en fait, quand on envoie des DBA ou des architectes ou des développeurs BI,
En fait, ça permet de couvrir plus de sessions, d'une part, et puis ça permet, c'est toujours intéressant de débriefer. Nous, au petit-déj, le temps de midi, on débriefe souvent entre nous de ce qu'on a pu voir. Et ça, c'est aussi une expérience à vivre qui est différente de regarder tranquillement le webcast chez soi. Oui, parce que moi, personnellement, à titre perso, chaque fois, je souscris en plus à l'achat de la petite clé USB qui contient le slide et les sessions, ce qui permet de les revoir a posteriori dans l'avion ou autre par rapport à ce qu'on n'a pas eu le temps de faire sur les 3 jours. Et effectivement, ça reste quand même assez intéressant d'avoir une vue globale de tout ce qui peut se passer sur les différents terrains de jeu, que ce soit le côté BI, le côté moteur, etc. Et c'est vrai que peut-être que la stratégie de venir en groupe, une société dans un groupe, c'est peut-être quelque chose qui est un pari gagnant, ce qui permet de voir beaucoup de choses en même temps. Voilà. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais on rappelle pour ceux qui regardent ce podcast que tous les ans, en tant que membre du guild, vous avez une réduction. Certes, séparation, on rajoute le prix de l'hôtel, des billets d'avion, et ça peut paraître ridicule, mais c'est le geste qui compte, comme on dit. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Il est 8h ici, 20h. Donc, le temps est passé très vite à vous écouter. Donc, on vous remercie vraiment super chaleureusement d'avoir pris la peine de vous interrompre dans votre élan, de vous priver peut-être de sessions tout à fait intéressantes et de vous priver de tweeter pendant 1 heure. Donc, dès à présent, on va tous vous suivre sur vos tweets, sur vos blogs et sur vos différents événements. Donc bientôt le SQL Saturday, le 21 novembre, si j'ai bien retenu, à Montréal, et les journées SQL Server, le 30 novembre et 1er décembre sur Paris. Alors, ce webcast sera publié relativement rapidement, et je remercie tout le monde. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Merci. Merci de la vie. On se revoit bientôt.